Bienvenue à tous. Alex, à vous la parole. Merci, Daniel. Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Et Alex Mentor, je suis le PDG président chez O et je suis coprésident de Enfants avant tout. Je vais vous en parler bientôt. J'aimerais souligner que si vous souhaitez suivre la session aujourd'hui en français, veuillez consulter le site web du Kids Come First. Donc, c'est le www.kidscomefirst.ca, maladie respiratoire, et vous pouvez rejoindre la session Zoom pour une traduction simultanée. Et si vous êtes déjà en Zoom et souhaitez écouter la session en français, les participants peuvent sélectionner le mode diffusion sonore pour l'entendre l'audio traduit en français. Veuillez noter que pour la session d'aujourd'hui, les panélistes vont avoir la vidéo, les participants vont être en mode sourdine. Nous allons recueillir les questions à l'avance. Durant la session, nous allons utiliser Microsoft Form pour recueillir vos questions et un lien pour comment soumettre vos questions. Le lien va apparaître bientôt et pour ça va YouTube, cliquez sur le lien, soumettez vos questions de cette façon. Nous enregistrerons cette session. Elle sera disponible sur le site web après la session. Et nous allons essayer de répondre. Nous allons essayer de répondre autant que nous le pouvons et rendre l'information disponible à la fois aux questions. Je veux vous remémorer alors que nous commençons à honorer le peuple autochtone sur lesquels nous vivons et travaillons. Et nous aimerions reconnaître leur rôle de gardien de ce territoire. Et je voudrais reconnaître les Métis et les Inuits. Qu'est-ce que cette équipe? C'est une coalition, si vous voulez, de 60 organisations de soins de santé et des milliers de pédiatres, des médecins de famille et des parents aussi, des producteurs de soins qui travaillent ensemble pour améliorer les soins pour les enfants. Et CHEO est une de ces organisations. Et l'autre, laissez-moi vous présenter nos panélistes aujourd'hui. Dr. Kelly Zwicker, un pédiatre de la communauté et chef pédiatre à l'Université d'Ottawa. Alison Eyre est un médecin de famille du centre communautaire de Centre-Ville. Et Dr. Sarah Reed est un spécialiste de pédiatre qui travaille à l'urgence. Et Elise De Francesco est une pharmacienne qui s'occupe de pharmacie pédiatre et Dr. Brophy est le spécialiste pédiatre. Nous allons commencer avec le Dr. Brophy et nous allons passer par la suite à vos questions et on va essayer d'en répondre autant que possible. À vous la parole, Dr. Brophy. Merci. Merci à tous j'espère que vous allez avoir des réponses à des questions que vous pourriez avoir. Je vais partager des diapos qui vont orienter cette conversation. Voilà. Est-ce que ça va? Je pense que c'est important. Je vais parler lorsqu'on parle d'infection respiratoire et auquel nous sommes confrontés. Ça dépend de la partie des voies respiratoires pour savoir qui pour ça.
Et donc, ça va de nos sinus jusqu'au bas de nos poumons, qui pour des infections d'oreilles otites, ça peut être une sinusite. On parle d'enfants et vous savez que les enfants n'ont pas des sinus bien développés. Ils ont encore les sinus qui sont plus bas que le maxillaire. Nous avons des laryngites et aussi une infection du larynx, la trachée et les bronches qui sont les zones importantes. Et aussi, ça se divise en deux, les trachées et les bronches, ce sont qui communiquent avec les poumons. Et lorsqu'ils sont enflammés, ça une bronchite. Et c'est de cela dont nous parlons. Et le tissu des poumons, ces petites alvéoles, ce sont et une infection dans ces espaces. Il y a souvent des infections à ce niveau. Une infection peut affecter plusieurs zones en même temps. Vous pouvez avoir une infection de la gorge et ça peut se développer en otite et une pneumonie, ça peut être très complexe. Et j'ai de la sympathie pour les parents qui essaient de comprendre lorsque ça prend beaucoup d'années pour les étudiants en médecine pour comprendre le fonctionnement de tous ces organes. Quel genre de pathogènes, des bactéries, des fonges, des virus et les bactéries et des moisissures, et les virus et les bactéries peuvent causer toutes ces infections. Mais ceux qui circulent dans le moment sont, il y en a trois, l'influenza, RSV et la COVID-19. Et COVID-19 et des trois. Et ça joue moins un rôle dans le moment. C'est difficile de dire la différence entre ces virus lorsque les enfants se présentent avec des symptômes. Il y a beaucoup de chevauchement entre les symptômes. Commençons avec l'influenza. L'influenza ou la grippe, c'est une des choses, on a de la misère à essayer d'expliquer. On entend les enfants qui ont des rhumes et des grippes. C'est la grippe. Lorsqu'on parle de la grippe, on parle de l'influenza, alors que d'autres virus peuvent causer des infections qui ressemblent à une grippe et à l'influenza. Mais l'influenza est une infection qui peut causer des symptômes très sérieux, surtout les adultes. L'influenza A ou B, et il y en a d'autres types qui circulent chaque année, peut causer, qui est abrupte, vous vous sentez bien, tout à coup vous êtes très malade et ça peut causer de la fièvre, des maux de tête, de la congestion des muscles endoloris, des mal de gorge, de la diarrhée et des vomissures. Chez les jeunes enfants, c'est peut-être moins spécifique. C'est peut-être plus bénin ou plus sévère, mais une chose que nous savons et qui c'est plus agressif, et c'est une fièvre prolongée et ce dont nous appelons des gens qui se sont présentés avec la grippe. La fièvre peut rester, être là pendant plus d'une semaine, mais ce que je veux que vous vous souveniez, c'est que on peut le prévenir avec le vaccin. Le vaccin est recommandé et disponible pour les enfants de 6 mois. La première année qu'ils l'obtiennent, s'ils ont moins de 9 ans, ils devraient avoir 2 doses, un mois d'intervalle. Et il n'y a pas de contre-indication pour avoir le vaccin, à moins que vous avez eu une réaction allergique dans le passé ou une autre allergie sévère dans le passé.
Aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un traitement antiviral pour traiter l'influenza qui s'appelle Tamiflu. Il y en a d'autres qui sont disponibles aux États-Unis, mais Tamiflu, c'est le principal utilisé au Canada. Mais Tamiflu, ce n'est pas le seul traitement, c'est gérer les symptômes. C'est vraiment une des choses les plus importantes pour gérer la fièvre, acétaminophène, ibuprofène, aussi que les enfants soient hydratés. Ce qui arrive, c'est qu'ils ne boivent pas suffisamment et qu'ils n'urinent pas suffisamment. Nous voulons s'assurer qu'ils boivent bien et que leur sécrétion soit, s'ils toussent toute la nuit à cause du mucus dans leur nez, remonte dans leur gorge, c'est avec des rinces ou d'un humidificateur dans la pièce, ce sont des facteurs très importants. Et il y a des gens plus vieux vont avoir des problèmes avec leur respiration et avoir un taux d'oxygène. Et ces gens-là doivent venir pour une thérapie d'oxygène. C'est la grippe RSV. RSV, c'est le virus respiratoire. Celui-ci affecte les plus jeunes enfants, 2 à 3 ans, la plupart du temps. Et dans les années précédentes, nous avons vu que presque 100% des enfants ont eu RSV avant d'avoir atteint l'âge de 2 ans, parce que c'est un virus tellement répandu dans ce groupe d'âge. Chez les jeunes enfants, ça peut compter ce sont les petits de voies respiratoires qui sont inflammés, la fièvre, la congestion. Ils peuvent avoir beaucoup de difficultés à respirer également. Pour la bronchiolitite, c'est important de regarder des troubles respiratoires, nettoyer les narines parce que c'est difficile, ils essaient ils ont de la misère à aspirer la rétraction entre les côtes. Ils travaillent tellement fort pour respirer et ils respirent plus rapidement qu'à la normale. Il n'y a pas de traitement spécifique, mais une fois de plus, gérer les symptômes, c'est important. Et la fièvre, la gestion, être bien hydraté parce que les sécrétions dans leurs poumons et dans leur nez, lorsqu'ils sont séchés, sont beaucoup plus difficiles à évacuer. Les sécrétions nasales avec la succion, avec des rinces, narines, avec une pompe ou une autre, et de l'oxygène lorsque nécessaire. Et certains enfants, un petit pourcentage d'enfants vont devoir être admis à l'hôpital pour de l'oxygène, traitement d'oxygène, et certains sont plus à risque d'avoir une infection RSV à cause des enfants, parfois qui ont des prématurés, des enfants qui ont des problèmes d'asthme ou des problèmes chroniques, ceux avec des problèmes cardiaques où ils ont déjà un problème avec l'oxygénation. Ce sont ceux auxquels on pense lorsqu'on parle de RSV sérieux. Il n'y a pas de vaccin, malheureusement, pour le RSV. Il y a quelque chose, ça prend des anticorps et ce n'est pas vraiment un vaccin. Et c'est un traitement une fois par mois, c'est une injection mensuelle et il y a un programme pour donner cette immunoglobine. Mais c'est recommandé juste pour ceux qui sont à haut risque. Les enfants vont savoir, les médecins vont pouvoir les référer pour ce traitement, mais il y a quelque chose dans le pipeline, il y a des vaccins qui, ce mois-ci, on a annoncé qu'une étude un vaccin RSV pour les femmes enceintes pour protéger leur bébé parce que les enfants de moins d'1 an sont plus à risque de RSV sérieux et les mamans vont protéger le bébé si jamais ils sont atteints du virus.
Et pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi RSV affecte les jeunes enfants plutôt que des enfants plus vieux? C'est à cause parce qu'ils n'ont peut-être jamais vu cette infection, ils n'ont pas d'immunité, ils sont plus susceptibles, mais aussi leur voie respiratoire ont un certain diamètre lorsqu'on est petit. Le diamètre est plus petit lorsqu'on est très jeune. Et s'il y a du mucus, ça va bloquer les voies respiratoires et ça devient difficile de respirer. C'est une question d'anatomie et c'est pour ça que nous voyons du RSV beaucoup plus sérieux chez les très jeunes enfants. Une question, c'est pourquoi est-ce que cette année c'est tellement différent? Pourquoi est-ce qu'en 2022 c'est tellement différent des autres années? Dans une année typique, on verrait RSV commencer à la fin novembre, puis début décembre. On verrait l'influenza A décembre, janvier, et on verrait influenza B autour du mois de mars. Ce serait ce que nous verrions normalement. Mais alors que nous le savons en 2020, 2021, il y a eu très peu de RSV ou d'influenza. Et c'est un graphique en 2020 dans le vert et 2020, 2021, 2022, très peu d'influenza à la fin de la saison. Mais maintenant, dans cette saison, en 2022, on a vu que ça a commencé beaucoup plus tôt. RSV a commencé au mois de septembre, octobre, et ça a été, c'est dément depuis ce temps-là, influenza A en octobre, novembre, et il semble que RSV commence à faire un plateau à Ottawa et les nombres n'augmentent pas, ils sont toujours très élevés et c'est la raison pour laquelle nous voyons tel un si grand nombre d'enfants dans les urgences à cause de ces chiffres élevés. Et le rouge, c'est l'influenza en 2022-2023. Et vous pouvez voir la courbe qui est une flèche. Et c'est ce à quoi nous sommes aux prises. Pourquoi cette année? Premièrement, parce qu'on avait tellement peu les 2 dernières années. Ça veut dire que nous avons une triple cohorte qui n'ont jamais vu ces virus auparavant. 3 fois autant d'enfants qu'on verrait normalement qui sont à risque d'avoir leur première infection, d'avoir très peu d'immunité pour combattre. Et lorsque vous ajoutez qu'on a enlevé notre mandat de masque, les, les enfants vont à l'école ou à la garderie, on voit plus d'enfants qui viennent à la maison avec ces virus, des enfants plus vieux qui donnent ça à leurs plus jeunes frères et sœurs. Avec ce taux élevé dans le système, et nous voyons beaucoup plus de transmission et nous voyons plus de ces infections. Et on voit ça et nous voyons une proportion qui ont de l'influenza sévère. Mais les chiffres sont définitivement plus hauts cette année et la raison pour laquelle on voit ça dans les groupes plus âgés. Et la dernière chose à dire, ceci n'est pas juste pour les infections virales. Une autre chose qu'on peut voir, c'est après que vous avez une infection virale comme l'influenza ou RSV, si ça laisse vos voies respiratoires enflammées, nous avons tous des bactéries et ils peuvent s'établir et post-viral où il y a encore du mucus et ça peut causer une infection bactérienne ou une sinusite bactérienne ou une pneumonie bactérienne. Ce sont les genres de choses que nous voyons cette année qui rend la chose beaucoup plus difficile. Je suis certain qu'il y aura de nombreuses questions. Nous allons revenir avec certains de ces concepts. C'est bien. Merci pour ça, Jason. Et nous allons maintenant passer aux questions. Nous avons un certain nombre de questions. Nous allons y aller. Premièrement, pendant 11 ans, on n'a jamais vu rien comme ceci, ce volume d'enfants.
à une urgence et, traite la question combien de temps encore est-ce que ça va durer? Oui, c'est quelque chose qui me préoccupe également. Et c'était vraiment un jeu de devinette, on ne sait pas. On a des gens qui font des modélisations et des gens qui ne se sont pas immunisés. Et les taux d'infection maintenant, avec ce qu'ils ont vu en Australie, ce qui se passe au Canada, c'est arrivé en Australie il y a 6 mois durant leur hiver. C'est très difficile de deviner, mais la plupart des gens pensent que nous allons être dans cette situation avec l'influenza jusqu'à la fin de janvier. Nous allons voir les infections RSV. Il semble qu'il y ait déjà un plateau. Ça va commencer à baisser bientôt et nous allons nous battre contre. C'est la prédiction, mais là, à ce moment-là, on va être aux prises avec l'influenza B et plus tard dans la saison. Et ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas un autre genre d'influenza. Si on a un, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir un autre. Est-ce qu'un autre enfant qui ne montre pas de symptômes peut le transmettre à mon enfant? C'est une bonne question. Mais étant donné avec la COVID, où on a vu des infections asymptomatiques, des gens qui le transmettaient au sein de leur de, à leurs proches. On ne voit pas, on voit des boomings au cours des dernières années avec un peu des gens avec le nez qui coulait se demandaient s'ils avaient la COVID et, et surtout avec il doit y avoir des problèmes avec la respiration en hiver. On ne devrait pas voir pour amener de la transmission. Et aussi, on va parler d'avoir accès à des soins de santé. Vous n'avez pas besoin de soins de santé, mais une question, comment prévenir que, oui, c'est une question. Je pense qu'il faut regarder toutes les choses fantastiques qu'on a fait ces dernières années parce qu'on a prévenu maintenant et, et ça revient à ces principes. Il, 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 s'ils sont, beaucoup de jeunes enfants ne peuvent pas porter de masque, mais si on peut créer un cercle autour d'eux qui est aussi sécuritaire en portant des masques et que les adultes portent des masques, ça fait une grande différence. Une des choses, laver les mains. Nous savons, nous connaissons les chansons. Il n'y a pas d'enfants qui aiment ça se faire vacciner. Il n'y a pas de parents qui aiment ça, mais c'est la meilleure façon, pas juste le vaccin pour la COVID, mais tous les vaccins d'immunisation et s'assurer que les adultes soient immunisés, les vaccins pour la pneumonie. Le plus on peut se protéger, le mieux on peut protéger nos enfants. Tout, laver les mains, porter le masque, dites, n'allez pas, ne sortez pas de chez vous si vous avez des symptômes. Mais parlant de vaccins, Dr. Zwicker, des questions à propos du vaccin. À quel âge est-il disponible et jusqu'à quel point est-il efficace? Et nous avons une question de RSV, mais ça a déjà été répondu sur qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Il est disponible pour n'importe quel individu de 6 mois ou plus, n'importe quel bébé, et c'est important. Ils ont besoin d'un booster. Et vous devez attendre 12 semaines. Et, et cette, et c'est qui a plus de qui est 60 ans,
et c'est très sécuritaire. Et au niveau si vous avez certains critères, le vaccin contre l'influenza est des plus importants et la COVID en même temps, n'est-ce pas? Et c'est recommandé qu'on ne les ait pas la même journée juste pour un suivi parce que l'immunisation, et vous devriez séparer l'intervalle de 2 semaines entre les deux vaccins au cas où vous ayez une réaction adverse. Et donc, on demande, et si vous êtes bien synchronisé, vous pouvez faire en sorte de recevoir Dr. Reed. Vous voyez beaucoup d'enfants aux urgences avec un volume très élevé. Quand devriez venir? Est-ce que les gens devraient être préoccupés? Je pense qu'ils veulent rassurer le public. Nous avons fait beaucoup de changements. Comment gérer le flot de patients? Et nous faisons de notre mieux et nous pouvons voir les patients qui ont besoin d'être vus. C'est une attente beaucoup plus longue, qui n'ont peut-être pas de maladie aussi sérieuse, mais nous faisons de notre mieux. Nous sommes des experts dans la matière. Nous traitons ces maladies à chaque année. Nous savons quoi faire. Je veux que les parents entendent ça. Au niveau, lorsque vous venez à l'urgence avec vos enfants, je parle aux parents de 3 choses. Lorsque l'enfant est malade avec un virus, venir avec, on veut voir votre enfant. Si vous pensez qu'ils ont de la misère à respirer, ils respirent plus vite et que ça tire entre les côtes et qu'ils courent après leur souffle, là, on a besoin de voir votre enfant si c'est le cas. C'est l'hydratation. Pour réitérer le commentaire, lorsque les enfants sont malades, si vous avez un enfant qui est sous l'âge de 2 et ce serait une indication qu'ils manquent de fluide, et aussi pour un enfant de plus de 2 ans, ce serait idéal d'aller uriner 3 fois en 24 heures, et si c'est moins que ça, il devrait être évalué. Et dernièrement, comment votre enfant agit? Je suis certain que oui, mon enfant, oui. Et lorsque vous traitez la fièvre dans 1 heure, votre enfant est actif, il interagit avec vous, il joue avec le jouet préféré. Si vous pouvez le faire à la maison et votre enfant est difficile à éveiller, donc c'est de la léthargie, c'est toujours une question. Et on veut voir votre enfant, le comportement et hydratation et difficulté à respirer. Ce sont les choses pour lesquelles on doit les voir. Docteur, comme vous savez, on a ouvert des lits additionnels à CHIO parce qu'il y a eu tellement de bébés qui ont dû être admis. Donc, on a ouvert des soins intensifs additionnels pour les personnes qui ont des enfants qui ont des difficultés à respirer. C'est effrayant. Et je pense que le point important sur le VRS, nous avons des études qui ont étudié la sévérité des VRS. Il y a très, très peu de bébés qui ont le VRS sévère, grave, qui leur nécessite d'aller aux soins intensifs, qui ont besoin d'une machine pour les aider à respirer. Bien sûr, les morts au Canada de VRS sont très, très rares. Donc, on voit beaucoup plus de bébés, de petits-enfants plus jeunes qui ont moins de 3 ans avec le VRS. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de trafic. Il y en a beaucoup qui vont devoir être hospitalisés, mais j'aimerais quand même que les parents savent que le VRS, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la cause principale des hospitalisations pour les enfants depuis des années. On est des experts à traiter le VRS. On y fait face tous les hivers. Il y en a beaucoup plus, certainement cet hiver, c'est certain. C'est le plus qu'on a vu dans les derniers 3 ans par rapport au volume, mais on sait quoi faire, on sait comment aider un enfant qui a des difficultés à respirer, les garder hydratés. En général, ça prend pas longtemps.
mais quand ils sont admis, ils ne restent pas longtemps à l'hôpital. Alors, il faut vraiment que les parents entendent ça parce qu'on entend beaucoup de nouvelles effrayantes et soyez rassurés que les docteurs et les pédiatres communautaires savent exactement comment traiter le VRS. Et il y a d'autres options avant d'aller aux urgences. Et vous n'allez pas être capable d'avoir un rendez-vous à chez votre médecin familial, c'est certain. Non, si vous avez un médecin de famille ou un pédiatre, essayez d'appeler leur bureau parce que très souvent les gens ils pensent oui il va y avoir personne, mais il y a beaucoup de bureaux qui ont justement des médecins sur appel et les pétriciens ils essayent vraiment de mettre quelques rendez-vous à la fin de la journée pour traiter les enfants qui vont pas bien. Mais si vous n'avez pas de médecin de famille, vous avez besoin d'aller quelque part. Il y a Kids Come First. Vous pouvez aller sur notre site internet. C'est une clinique. Il y a la clinique dans l'Est également, un centre d'évaluation dans le comté de Renfrew. Il y a un triage virtuel, un centre de traitement virtuel et le centre d'évaluation clinique de l'Ouest d'Ottawa. Donc le message, c'est que ça se passe toutes les années. Donc tous ces pédiatriciens, tous ces docteurs, ils sont très, très bons à évaluer le VRS, la grippe. Ils peuvent vraiment vous aider. Ils peuvent vraiment vous aider à comprendre si vous avez besoin d'emmener votre enfant à l'hôpital ou si c'est quelque chose avec quoi on peut travailler à la maison en gardant l'enfant hydraté, en contrôlant la fièvre, faisant baisser la fièvre et à contrôler l'environnement. Donc, essayez quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci. Alors, docteur, une question. Docteur Brophy. Est-ce que ces virus sont, difficiles à entendre avec l'écho? Non. Le groupe, c'est une autre présentation, mais c'est en général causé par certains types de virus, l'influenza, le COVID, VRS, peuvent causer la croupe. En général, c'est une toux très très intense, on dirait un phoque qui aboie et les enfants peuvent avoir du mal avec leur respiration parce qu'il tousse trop, on peut les envoyer à l'hôpital, mais en général c'est de l'aide, un humidifier c'est le mieux. C'est une version d'une infection virale, ça peut se passer avec différents virus. D'accord, merci. Je vais regarder sur YouTube à quoi ça ressemble un phoque qui aboie. Alors, Lisa Francesca de la pharmacie de Chio, merci de nous avoir rejoints. Bien sûr, il y a beaucoup de questions sur les médicaments. À cause du problème d'approvisionnement et les ruptures de stock que nous avons, il y a beaucoup de manque de médicaments pour les enfants. Alors, si un parent doit donner un médicament à un enfant et qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, merci. Comme vous avez déjà entendu, il y a eu beaucoup de problèmes, de manque de médicaments dans les dernières années. Le Tylenol, l'ibuprofène, par exemple, comme Advil et Motrin, comme la plupart des manques de médicaments, c'est temporaire. Les compagnies, en général, ils refournissent. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Pour ce qui est de trouver des ressources, des provisions dans la communauté, demandez à votre pharmaciste. En général, ils peuvent vous envoyer au bon endroit. Si votre pharmacie n'en a pas, vous pouvez contacter d'autres pharmacies pour demander s'ils ont il y a certains de ces médicaments qui sont qui sont rationnés. Donc, en général, ils les reçoivent tous les 2 ou 3 jours. Vous pouvez peut-être en acquérir quelque chose qu'on demande. C'est que d'acheter seulement ce que vous avez besoin pour que tous les parents, les pourvoyeurs de soins sont capables d'accéder aux médicaments quand ils en ont besoin. Vous pouvez demander aussi les tablettes qui sont des formules alternatives. En général, dans les soins pédiatriques, on préfère le liquide aux pilules. Mais il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être adoptées pour donner des médicaments aux petits enfants. Vous pouvez
par exemple, écraser les tablettes et les mélanger avec un liquide. Et c'est important de parler à votre pharmacien des options alternatives qui existent et qui sont sécures pour votre enfant. Déterminer la bonne dose pour votre enfant, utiliser les tablettes. Ça devrait être fait avec un professionnel de la santé parce que ça peut être compliqué des fois de faire le dosage. C'est très difficile, c'est très facile de faire une erreur et de ne donner pas assez ou trop de médicaments. Il y a beaucoup de ressources qui sont à travers l'association des pharmaciens canadiens. Et on a des collègues qui donnent des aides visuelles à l'hôpital des enfants de Toronto sur comment couper les tablettes, les pilules, parce que c'est très important pour les enfants de savoir le poids de votre enfant et de savoir si vous utilisez des livres, des kilogrammes, le système métrique ou ce que vous utilisez pour prendre le poids de votre enfant. C'est pas toutes les pilules qui peuvent être écrasées. Il y a certaines tablettes qui ne doivent pas être modifiées parce qu'elles ont un code dessus. Donc, si cette tablette peut être coupée, il faut un coupeur de pilules qui peut être acheté à une pharmacie. Donc, vous pouvez aussi acheter un outil en pharmacie, un mélangeur un écraseur de pilules. Vous pouvez utiliser 2 cuillères également pour essayer d'écraser une tablette. Ce n'est pas plus que la dose quotidienne recommandée. Ibuprofène à un maximum. Donc, si vous en donnez plus, ça ne marche pas mieux, mais votre enfant peut avoir des effets secondaires qui viennent avec des doses élevées. Ça peut causer des dommages au foie ou au rein. Donc, en général, les pharmaciens sont des experts en médicaments. Là, il faut vraiment aller leur parler de la disponibilité et du dosage. Et les pharmaciens, très souvent, ils ont beaucoup d'expérience. Alors, si vous regardez les médicaments qui sont disponibles les médicaments sans prescription, le pharmacien peut vous donner une charte, par exemple, pour que vous puissiez essayer de comparer les âges et le poids, et combien de Tylenol et je peux donner à mon enfant. Alors, merci aux pharmaciens de se rendre disponible pour nous. La prochaine question. Les écoles ont des concerts de Noël. Je pense pas pense en général, mais c'est un autre débat. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de participer au concert de Noël cette semaine et la semaine prochaine? Alors, si je vais au concert de Noël à notre école, je porte un masque. Porter un masque et n'y allez pas si vous êtes malade, bien sûr. Et on peut voir notre famille pour les vacances, mais nos grands-parents sont à risque d'attraper le VRS. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, je peux répondre à celle-ci. Ok, je vais choisir quelqu'un pour répondre. Docteur Brophy. D'accord, je vais prendre celle-ci. Alors, tout le monde peut être infecté par ces infections virales. Le VRS a tendance à causer plus de maladies plus graves chez les enfants très jeunes, mais l'autre tranche d'âge, c'est les gens plus âgés, c'est les personnes âgées. En général, si vous allez à l'hôpital et vous faites tester, vous n'allez jamais savoir si c'est la grippe, si c'est COVID, si c'est le VRS. Et vous voulez pas que les personnes âgées attrapent le COVID ou le VRS, même s'ils ont été vaccinés. Donc, je pense que ce qu'il faut, vous avez vu les commentaires d'avant, si vous êtes malade, restez chez vous, n'allez pas voir votre famille. Alors, c'est le message pour aujourd'hui. Alors, il y a une condition sous-jacente dont vous avez mentionné dans votre présentation. Quel risque sous-jacent, quelles conditions sous-jacentes de santé peuvent nous remettre plus à risque pour le VRS, le COVID ou la grippe? Avec la grippe, c'est très similaire que le COVID. C'est les mêmes facteurs de risque. C'est les enfants très jeunes qui ont moins de 2 ans, ainsi que les personnes plus âgées. Dans les années précédentes, en Ontario, nous avons
un vaccin pour la grippe qui était offert à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui voulait le prendre toutes les années. Alors, j'essaie souvent de donner aux gens mon opinion sur qui est le plus risqué. Si vous regardez les données, les enfants qui ont moins de 2 ans, dans les soins pédiatriques en général, c'est le groupe le plus large qui vont à l'hôpital. Après ça, c'est les enfants de moins de 5 ans. Et après ça, vous voyez les comorbidités comme les conditions neurologiques, si l'enfant a un problème de convulsion, un problème de neurodéveloppemental, où ils sont pas capables de bien respirer, par exemple, ils ont plus de chances d'être hospitalisés. Les enfants qui ont des problèmes d'asthme, des problèmes chroniques de poumons, ils vont se retrouver plus à l'hôpital avec la grippe. Et bien sûr, les personnes âgées, toute personne au-dessus de 60 ans, ils sont à plus haut risque. Après plusieurs décennies de vie, vous êtes à risque augmenté de grippe sévère. Quelquefois, les maladies rénales, l'hypotension, je ne sais pas si ce sont des facteurs, mais il y a d'autres choses avec ça, comme si vous avez des problèmes cardiaques chroniques, par exemple. Est-ce que je devrais enlever mon enfant de la garderie après avoir un nouveau-né afin de prévenir le virus? Je vais répondre à celui-ci aussi, comme un retrait préventif. Alors, je pense que la question, c'était si je suis enceinte, je vais avoir un bébé, est-ce qu'on devrait garder nos enfants, ne pas les envoyer à la garderie? Alors, il y a quelque chose que vous pouvez faire maintenant. Vaccinez-vous quand vous êtes enceinte. Vous pouvez avoir le vaccin pour le COVID, le vaccin contre la grippe. Quand vous êtes enceinte, c'est des vaccins qui sont très recommandés. Ça va pas seulement protéger le bébé, parce que ça va les permettre de créer, ça va stimuler les anticorps à travers le placenta du bébé, et ils vont les avoir pendant les premiers 3 à 12 mois de leur vie. Mais quand une femme est enceinte, elle a un plus grand risque de se faire admettre à l'hôpital avec des maladies respiratoires. C'est grave, c'est parce que le bébé pousse sur ses poumons. Alors, soyez vaccinés. Tous ces vaccins dont j'ai parlé sont très efficaces, et dans les années à venir, on aura probablement un vaccin pour le VRS également. Et pour ce qui est de garder votre enfant à la maison, je pense que il faut équilibrer les choses. L'enfant a besoin de stimulation sociale. Le développement des enfants, c'est une des choses qui a énormément souffert pendant les 2-3 ans de la pandémie. Mais en même temps, vous voulez vous assurer que votre bébé soit en santé. Ça, je pense que il faut faire attention à ce qui se passe à la garderie, s'il y a s'assurer que les enfants qui sont malades définitivement restent à la maison pour surveiller votre enfant, donner à vos enfants le vaccin contre le COVID et la grippe dès qu'ils sont éligibles à partir de 6 mois. Si vous gardez votre enfant à la maison, je pense que c'est une décision familiale de ne pas l'envoyer à la garderie. Si vous pouvez vous le permettre et vous voulez le faire pendant que le bébé est encore à moins de 6 ans, moins de 6 mois, et est encore très très jeune, c'est pas une décision nécessaire, c'est votre décision à prendre. Et puisqu'on vous a, Dr. Brophy, on m'a dit que le vaccin du COVID, ça pouvait vous rendre disponible au VRS et aux autres maladies respiratoires. Il n'y a pas vraiment de preuves pour ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, c'est quelque chose qui circule sur les médias sociaux de façon assez agressive, alors que sur soit le COVID, soit les vaccins. Alors qu'il n'y a pas de données sur les vaccins de la COVID ne mènent pas à des maladies graves, à d'autres maladies graves. Tous les gens qui connaissent les vaccins, et en particulier le vaccin contre le COVID, c'est complètement illogique. Ça ne peut pas causer ce type de maladie. Les autres permutations, c'est que quelqu'un, si vous avez une infection du COVID et que vos poumons sont endommagés et que vous avez une autre infection avec ça, ça va être dangereux pour vous. Mais en général, beaucoup des choses dont parlent les gens sur Twitter et les médias sociaux, sur quelqu'un qui dit que que d'avoir le COVID, ça mène à des problèmes d'immunité. En fait, on ne sait pas.
quoi dire là-dessus. On sait qu'il y a certaines choses comme la rougeole, ça vous donnait, ça peut vous rendre vulnérable à d'autres, à d'autres infections des oreillons par la rougeole, oui. Ça pourra, mais on ne sait pas, on pense pas que ça peut. De toute façon, il faut porter des masques, vous faire vacciner, vous tenir éloigné des gens malades, c'est tout ce que vous avez à faire. Et la rougeole, à l'époque, on a vu qu'il y a eu encore des retours de la rougeole dans certains endroits, à New York, par exemple. Et on a eu des vaccins, des cliniques de vaccination qui ont commencé à se faire à New York. Donc, vacciner les enfants, c'est très important. Alors, encore une fois, vous ne voulez pas cette information des médias sociaux. Encore une fois, les pharmaciens peuvent vous donner de l'information utile à la place. Oui, je pense qu'il est très important en ce moment de trouver des personnes à qui vous faites confiance et d'éviter à aller sur l'Internet et d'aller chercher l'information un peu partout. Demandez à votre pourvoyeur de soins de santé ces questions. Il y a des sites Internet, de très bons sites Internet qui sont disponibles. Donc, on a beaucoup d'informations pour éduquer les patients là-dessus. La Société pédiatrique canadienne, Société canadienne de pédiatrie ont beaucoup d'informations. On a aussi un site Internet qui s'appelle About Kids Health. Il y a beaucoup de sujets là-dessus, dans beaucoup de langues différentes. Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada ont de très bonnes informations sur les vaccins. Donc, il y a beaucoup de sites réputables avec de très bonnes sources en ligne. Et je recommande aux familles d'utiliser celles que vous préférez et d'aller voir ce qui vous parle mieux, mais ce sont celles que nous utilisons très souvent dans notre propre département. Il y a quelqu'un ici qui a posé une question très spécifique à leur enfant, encore une fois, très difficile à entendre. Alors, nous ne sommes pas en position ici de donner vraiment des conseils critiques sur la situation. J'encourage les gens d'aller chercher leur docteur, de poser des questions. Si vous avez des questions très spécifiques, c'est mieux de les poser à votre docteur. On n'est pas en mesure d'y répondre ici. Docteur, mon fils a tous depuis 1 mois, ça va et ça vient. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je devrais l'emmener voir le docteur? C'est une excellente question. Une des choses qu'on trouve, en particulier, il y a beaucoup d'enfants qui vont continuer à tousser. C'est parce que très souvent, leurs poumons vont prendre plus longtemps à guérir que le reste de leur corps de ces virus. C'est frustrant parce que si votre enfant a l'asthme, par exemple, s'il y a des conditions sous-jacentes, alors il faut traiter ça. Mais très souvent, c'est juste que leurs poumons vont prendre plus de temps à guérir. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'un peu de miel, si l'enfant a plus d'1 an, ça aide. S'il y en a plus, vous pouvez utiliser l'ibuprofène ou acétaminophène. Mais une des sommes les plus importantes à faire, c'est de les garder hydratés, de les laisser se reposer. Mais il n'y a pas grand-chose au niveau des médicaments qu'on peut leur donner. On encourage vraiment les gens, pour les enfants qui ont moins de 6 ans, ne leur donnez pas les médicaments sans prescription quand ils toussent parce qu'ils n'ont pas été prouvés d'être efficaces avec cette tranche d'âge. Alors, c'est frustrant. C'est juste leurs poumons qui vont prendre plus longtemps que le reste de leur corps à guérir. Alors, je dirais pour sûr que l'autre chose qu'on voit beaucoup, et les pratiquants vont être d'accord avec moi, le message c'est qu'on voit beaucoup de petits-enfants qui ont une infection après l'autre, qui enchaînent les infections, en particulier les enfants de la garderie. Cette année, on dirait que c'est pire que pour ceux qui, en particulier pour ceux qui viennent de rentrer à la garderie et qui n'ont pas été exposés à des virus dans les derniers 3 ans. Donc, je parle à beaucoup de familles qui en ont marre parce qu'à cause de cet enchaînement d'infections l'une après l'autre, depuis en septembre et octobre. Alors, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul. Votre professionnel de la santé
va savoir quoi faire, parler leur. Je sais que la toux, ça peut continuer pendant des semaines après une infection, c'est assez commun. Et pour ce qui est des sirops pour la toux, pour les enfants, on ne recommande pas ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, alors c'est correct. Alors, définitivement, en dessous de plus jeune que 6 ans, on ne recommande pas les sirops pour la toux et il y a des raisons pour ça. La première, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de preuves que ça marche pour les enfants et il faut faire attention aux effets secondaires. Il y a aussi le risque de leur donner trop de médicaments. Donc, si vous leur donnez juste l'acétaminophène et l'ibuprofène et que le médicament pour la toux, ça contient aussi ce produit, c'est facile de dépasser la dose minimum sur ces deux médicaments. Alors, regardez, les toux, ça peut les garder réveillés la nuit. Donc, les produits, en fait, qui empêchent l'enfant de tousser, ça peut leur faire du mal parce que la toux peut être positive des fois. Ça aide à évacuer le mucus. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Il y a beaucoup de questions encore. Alors, je vais aller faire un tour de table et demander à nos experts s'il y a quelque chose. Qui qu'est-ce que vous entendez de vos patients? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez rajouter que peut-être beaucoup de gens pensent? Alors, je pense qu'une chose qui est une question commune que j'entends dans la communauté, c'est la fièvre, le chiffre, le nombre de la fièvre. Et je pense que on pense que le plus haut la fièvre est, le plus elle est dangereuse. Et c'est pas vrai. Ça veut juste dire que votre corps est très très bon à créer une fièvre. Ça veut dire que votre système immunitaire fonctionne très bien. Donc un message que je donne aux parents en général, c'est très difficile, en particulier en tant que mère, et je me le dis à moi-même, il faut pas avoir peur de la fièvre. La fièvre est normale. Et essayez de continuer à garder votre enfant confortable et hydraté. Et c'est seulement si la fièvre reste pendant plus de 5 jours, c'est là qu'il faut vraiment que quelqu'un évalue votre enfant. Mais en général, une fièvre, c'est un signe que votre enfant se combat le virus et essayez de ne pas avoir trop peur les premiers jours. Est-ce que vous recommandez l'utilisateur de nébuliseurs? Le docteur Brophy a mentionné des humidificateurs, par exemple. Alors, je pense que certaines de ces mesures donnent aux parents l'impression qu'ils donnent vraiment quelque chose, ce qui est très important. Alors, un humidificateur, quelquefois, ça peut conforter d'avoir quelque chose. Ne mettez pas rien dedans, de produit dans l'humidificateur. Utilisez juste l'humidificateur. Ouvrez un petit peu la fenêtre si vous voulez de l'air frais. Mais si votre enfant à moins d'1 an, ils ne peuvent pas avoir le sirop sur la toux. Donc, si vous avez un spray pour le nez, ce qui n'est pas très cher, sans prescription, ça peut aider. Les enfants, ils aiment pas ça, mais une fois que vous l'utilisez, ils commencent à voir que ça les aide et ils commencent à le tolérer. Alors, humidificateur, ça peut vous mettre à l'aise, ça peut rendre l'impression c'est pas très utile pour le nez congestionné, par contre. Alors, les enfants ont souvent peur des fièvres parce qu'ils ont peur que leurs enfants vont avoir des convulsions. Mais je pense qu'il est important de savoir que seulement 2 à 5% des enfants vont avoir une convulsion quand ils ont de la fièvre. En général, elles sont très courtes. Elles ne donnent pas de dommages. En général, c'est de 6 mois à 5 ans. Elles durent pas longtemps, ces convulsions. Elles ne vont pas provoquer des dommages au cerveau. Donc, vous avez 95% de chances que votre enfant ne va jamais avoir de convulsions. S'ils en ont, on peut les évaluer, mais il faut que vous compreniez que c'est un phénomène normal qu'on voit chez les jeunes enfants. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur les médicaments que les parents qui sont avec nous ce soir devraient savoir? Alors, comme on sait tout, les médicaments ont tendance à avoir un très mauvais goût. Ça peut être très difficile pour les parents de donner ces médicaments aux enfants. Il y a des ressources qui sont disponibles. On va mettre quelques diapos sur le site Internet.
sur comment dealer avec ça, comme si vous, encore une fois, si vous mélangez les pilules avec de la nourriture qui est un peu meilleure, donc quelquefois, quand le comprimé est peut-être écrasé, vous pouvez le mélanger avec d'autres choses et à parler au pharmacien pour vous assurer que vous pouvez mélanger le médicament avec de la nourriture. Ça peut être rassurant quelquefois parce qu'il y a des alternatives pour administrer les médicaments à votre enfant. Merci. Alors, encore une fois, nous avons ils peuvent la pharmacie de Chio vendre des magasins des médicaments qui sont avec qui ont un peu un meilleur goût. Docteur, il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Alors, je voulais juste mettre l'importance sur le fait que l'importance d'hydrater vos enfants. C'est extrêmement important quand ils vont pas bien et quelquefois les gens, ils veulent juste qu'ils boivent et c'est difficile pour eux. Alors, avec du jus de pomme, si vous pouvez avoir du jus de pomme, je pense que il faut vous souvenir que si vous donnez un Tylenol à votre enfant, 1 heure plus tard, c'est un bon temps de leur demander de boire. Quand ils commencent à se sentir mieux après avoir pris le médicament, c'est à ce moment-là, c'est votre fenêtre d'opportunité pour faire toutes sortes de choses, pour les encourager à boire parce qu'ils vont accepter ça. Et l'autre chose, c'est le vaccin pour la grippe. Le plus qu'on crée un environnement sécure autour de nos enfants, en tant qu'adulte, c'est la meilleure façon de protéger nos enfants, c'est de nous faire vacciner contre la grippe. Alors, merci beaucoup. Encore une fois, c'est pas si difficile pour d'obtenir le vaccin contre la grippe à Ottawa et dans l'est de l'Ontario. Oui, tout à fait. J'ai écouté CBC hier et il y a une femme d'Ottawa qui a appelé et qui a dit que ça lui a pris plus d'1 mois pour avoir un vaccin pour la grippe. Donc, il y a des façons d'obtenir dans la communauté des vaccins pour la grippe. Si vous voulez aller sur Google, vous pouvez regarder Ottawa Public Health, Santé publique Ottawa. Je suis allé sur le site et j'étais capable de trouver avant des rendez-vous cette semaine pour plusieurs cliniques à travers la ville pour obtenir un vaccin. Donc, normalement, c'est pas un problème. Vous allez voir votre propre docteur. Si possible, ça va prendre... si ça va prendre 3 ou 4 semaines, trouver une façon, une autre alternative. Faites du magasinage. Alors, merci à tous nos panélistes. Ils travaillent très dur. Ils font du temps supplémentaire parce qu'il y a tellement d'enfants malades. Alors, merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Merci à tous pour votre intérêt et en particulier Danielle Benoît, qui est la productrice exécutive de cette journée, de cet événement. Alors, merci Danielle et passez tous une bonne soirée. Au revoir.